Un nazi. Aïe. Aïe. Je l'enlève dans ta gueule. Carrément pas, quoi. On s'est rencontrés il y a 5 épisodes. Je lisais un comics et Nous nous sommes rencontrés durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, cela fait un très bon thème. Merci, Suprême Horloge. Illumination de ma vie. De m'aider dans ma quête sans fin. c'est l'heure du comics, l'heure de faire un tout petit peu d'histoire et de parler de la Seconde Guerre mondiale dans les comics. Pour parler de la Seconde Guerre mondiale dans les comics, il faut tout d'abord faire une grosse distinction entre deux sortes et surtout deux époques. Les comics écrits pendant la guerre et ceux écrits après la guerre. La distinction est très importante car les comics écrits pendant la guerre sont principalement des comics de propagande pro-américaine pour beaucoup, tandis que ceux encore écrits aujourd'hui se servent de cette guerre comme décor ou comme contexte à leurs histoires, ou même racontent un témoignage de cette guerre. Par exemple, Captain America entre dans les deux catégories. Les premiers étaient disponibles chez votre marchand de journaux pendant la guerre et étaient manifestement de la propagande pro-américaine. Et aujourd'hui, nous avons encore des histoires du Captain racontant ses aventures passées. Nous allons commencer par la propagande. Oui, lavage de cerveau gratuit pour tout le monde. Donc niveau comics et propagande, on peut le dire, les États-Unis gagnent haut la main. Oui, mais peut-on vraiment considérer cela comme de la propagande? Parce que les nazis, en dehors des comics aussi, ils sont méchants, je te rappelle. Ils m'ont enfermé dans un coffre. Non, c'est chiant. Bon, techniquement, à partir du moment où tu fais la publicité de ton idéologie et que toute autre idéologie est considérée comme le mal absolu, c'est de la propagande. Donc oui, les nazis étaient vraiment une belle bande de connards. Mais si les États-Unis avaient perdu la guerre, on se foutrait bien plus de la gueule du Captain que celle de Goebbels. Ouais, ça ferait une belle uchronie d'ailleurs. Mais c'est pas trop l'heure de parler de ça. Il faut bien comprendre qu'entre 1938 et 1945, plus de 700 super-héros ont été créés. Et en 1944, il existe plus de 40 titres différents qui leur sont consacrés. Ils s'y sont tous mis, à peu près tous les super-héros ont foutu une bonne torgnole à Hitler, mais il y a eu une évolution pour en arriver à donner des baffes aux petits moustachus. C'est en effet très intéressant de comparer les comics de l'époque avec l'évolution de la politique nationale et internationale des États-Unis. Les comics se changent en effet en fonction des attentes de leur public. Ils sont totalement en prise avec leur temps. Et donc, pendant la grande crise de 29, les méchants sont des employeurs malhonnêtes, des maris violents ou des spéculateurs boursiers. Ce n'est qu'à partir des années 39-40 que les menaces commencent à venir de l'extérieur du pays. Ainsi les USA, d'abord isolationnistes, refusant de prendre part au conflit européen, sont dans leurs comics centrés sur eux-mêmes. Les comics vont s'ouvrir sur des adversaires plus étrangers, représentant de plus en plus les forces de l'Axe, et ce n'est qu'à partir de 1941 et Pearl Harbor que les héros vont s'investir à 100% pour les alliés. Superman, par exemple, existait avant la guerre. Il est apparu pour la première fois en 1938 dans Action Comics, et il a donc rejoint la guerre en même temps que les États-Unis. Il devint donc très vite une icône américaine, mais tout en insufflant de l'espoir. et en vendant des Warbonds. Mais Georgette, qu'est-ce que les Warbonds? Le Warbond, que l'on peut traduire littéralement par obligation de guerre, sont des petits prêts que l'État demande à ses concitoyens pour financer le conflit. Mais dis-moi Georgette, comment arrive-t-il à convaincre les citoyens de leur donner de l'argent? Eh bien Louis, c'est très simple. Pour la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont lancé une grande campagne d'obligation de guerre. Et pour en vendre un maximum, tous les moyens ont été employés. Ainsi Batman, Superman, Robin, Bugs Bunny, Captain America, Captain Marvel et Wonder Woman ont participé à la vente de ces bonds et ont contribué au financement de la Seconde Guerre mondiale. Merci Georgette! Pour en revenir à Superman, il ne devait pas surpasser le soldat américain. Et c'est pourquoi, dans beaucoup d'histoires de guerre, il n'est que personnage secondaire, tandis que le soldat américain est le vrai héros. Les comics Superman de l'époque ont tellement fonctionné qu'en 1942, la marine inclut des fascicules de l'homme d'acier dans sa liste des fournitures prioritaires. Quant au personnage de Captain America, lui est créé en 1940. Ce n'est que 2 ans plus tard, il ne devrait pas y avoir tant de différence. Bah détrompe-toi, contrairement à Superman, le Captain est un soldat, et un petit gringalet à lunettes qui plus est. L'Amérique le rend fort, l'Amérique le rend beau et intelligent.
À l'inverse par exemple des Japonais qui sont montrés comme des personnes moches, petites et rabougries. Et tandis que les nazis détruisent tout, notre capitaine va donc en première ligne sur le champ de bataille. Il est dans la crasse avec les soldats. Elle est là notre différence. Le capitaine ne va pas céder sa place aux soldats, il est le soldat américain parfait. Waouh, ça me donne plus du tout envie de lire tes comics. Ouais, j'avoue. Les comics sont de la pure propagande à l'époque, et il n'y a pas que les comics super-héroïques qui y participent. On peut voir le conflit dans les kids comics, les comics humoristiques et même les histoires romantiques. Burk. Chef, pour le dos de samedi, vous préférez Hitler avec les cheveux blancs ou avec une moustache blonde? Je m'en fous, mais le moins cher. Dehors! Chef, c'est la gentille celle-là. Une femme gentille, quelle idée. Des seins, messieurs. Des gros tétés. Et des nazis. Parce que là, c'est naze. Naze. Il y a les comics de l'autre côté de l'Atlantique aussi. Il y a les BD de la revue française Le Téméraire, parfaitement en règle avec les censeurs nazis. Ou cette magnifique BD, Hansi, The Girl Who Loved Swadsika. Je vous conseille de la lire, et je vous mets le lien ici. Et là aussi. Et là, là. Vous le voyez pas? Mais c'est là. Découvrez Hansi, charmante petite fille blonde aux yeux bleus, qui nous enseigne que les nazis n'étaient pas si méchants que ça, et que les vrais salauds, ce sont les bolcheviks et les hippies. Et tenez-vous bien, ce n'est pas de la propagande nazie, mais un magnifique comics de Spire Christian Comics, publié en 1976, et qui est de la propagande, mais chrétienne. Oh, mais quelle belle transition pour parler des comics qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'ont pas été écrits à cette époque. Merci Georgette. Je m'améliore en transition, en effet. Faire la liste des comics qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu comme vouloir savoir combien il y a de brins d'herbe dans un jardin. C'est long, c'est chiant, et on n'a pas l'impression d'avoir été hyper productif à la fin de la journée. Par contre, c'est intéressant de les lire, ces comics. De les lire et de regarder si nous sommes toujours dans la propagande, ou de voir ce que le recul des années nous donne sur une époque donnée. Bon, pour le côté propagande, la Seconde Guerre mondiale n'est pas forcément le meilleur exemple. Le méchant absolu qu'est l'Allemagne nazie est assez compliqué à défendre, et je ne connais que très peu de comics qui sont du côté allemand sur cette période. Oh, je vous en conseille tout de même deux. Red Skull, incarné, retraçant la jeunesse du Némésis de Captain America et se passant plus pendant la montée du nazisme que pendant la guerre, et Blitzkrieg, retraçant la guerre sous le point de vue des nazis. Quels sont les principaux thèmes des comics traitant de la Seconde Guerre? C'est assez compliqué de répondre à cette question dans une simple vidéo YouTube. Pour certains comics, la guerre n'est qu'un décor à l'histoire. Pour d'autres, elle en est presque le personnage principal. Nous avons forcément les thèmes les plus connus des œuvres de guerre, sur l'horreur de la guerre, la déshumanisation, etc. Je vais donc essayer de traiter quelques-uns des thèmes principaux et d'y accrocher quelques œuvres qui pour moi sont pertinentes. Prenons tout d'abord le devoir de mémoire. L'expression qui désigne une obligation morale de se souvenir d'un événement historique malheureux et de ses victimes afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise pas. Merci Wiki. Georgette. Ce devoir est assez présent dans les comics en règle générale. Beaucoup de héros, comme Jesse the Preacher ou le Punisher, ont une morale liée au passif de leur famille. Leurs papounets ont généralement fait la guerre, et même s'ils n'y sont pas morts, ils en sont revenus profondément transformés par ce qu'ils ont fait et vu. La mémoire de cette guerre marque donc considérablement beaucoup de récits contemporains. Dans les incontournables, nous avons forcément Maus, écrit par Art Spiegelman. Ce comics raconte l'histoire du père de l'auteur, déporté juif durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un témoignage de la Shoah, dur et prenant. Et je ne dirai rien de plus sur cette BD pour ne pas spoiler. Quand on parle de ce conflit, on arrive très vite à parler de l'absurdité de la guerre. Et l'auteur qui l'illustre le mieux selon moi est Garth Ennis. Il semble être un passionné de cette guerre et a écrit un très grand nombre de récits, comme ses War Stories, The Adventures of the Rifle Brigade, Battlefield, ou même encore la saga adaptée du jeu vidéo populaire World of Tanks. Dans une grande partie de ses œuvres, Ennis essaie de coller au maximum à la vraie histoire et montrer les vraies horreurs de la guerre. Plus qu'un simple décor, Ennis nous donne une infinité de personnages forts et attachants qui vont mourir un par un dans un pays qui n'est pas le leur. L'absurdité de la guerre est vraiment forte dans une grande partie de ses œuvres. Et le problème des ouvrages prenant lieu à la Seconde Guerre mondiale est ici. Il dénonce l'Allemagne nazie et
la guerre sans aucune nuance. Alors, oui. C'est compliqué de prendre le point de vue des nazis et de le rendre humain pendant la guerre, mais certains ont réussi. Dans 30 jours de nuit, neige écarlate, les Russes et les Allemands s'associent face à une menace plus grande. Les vampires. Ah, les sciences occultes et les nazis. On pourrait faire un épisode entier sur ce sujet. Et je pense d'ailleurs que l'on va faire un épisode entier sur ce sujet. C'est mon émission! Il y a encore beaucoup de thèmes et de comics à aborder. Je pourrais faire une vidéo qui dure 2 heures en vous citant 1000 exemples de 1000 auteurs ou de 1000 héros différents, mais je pense que vous avez ici les grandes lignes de mon propos. Les nazis sont méchants et les Américains gentils. Non, justement, enfin bah si, mais même si les nazis sont le mal absolu dans 90% des comics, certains auteurs essaient de critiquer plus l'acte de guerre en lui-même plutôt que l'idéologie qui a mené à cette guerre. La barbarie du champ de bataille. Ces hommes, nus dans les ténèbres, leurs âmes chancelantes dans un abîme démoniaque, croisant ici et là d'autres hommes, tout aussi nus qu'eux. La guerre, tout ça. La cristallisation de la Seconde Guerre mondiale se fait sur 3 événements principalement. Pearl Harbor en 1941, L'entrée en guerre des USA. le débarquement de Normandie en 1944, L'arrivée sur le front européen. la bataille d'Iwo Jima en 1945. La bataille la plus meurtrière de la guerre du Pacifique. Ces 3 grandes dates de l'histoire américaine sont les décors les plus souvent utilisés pour parler de la Seconde Guerre mondiale. Que ce soit dans Captain America, dans Wolverine, dans American Vampire ou dans Sergeant Fury et The Rolling Commandos, etc. Ces batailles marquantes pour les États-Unis et le monde en règle générale permettent aux lecteurs de se plonger dans des univers totalement différents de leur quotidien et pourtant très proches dans l'histoire. Le rapport à la guerre n'est d'ailleurs pas traité aujourd'hui de la même manière qu'il le fut autrefois. On hésite de nos jours beaucoup moins à montrer le conflit sous un aspect beaucoup plus sanglant et dramatique, tandis qu'à l'époque il était montré de manière héroïque et ne connotait absolument pas l'horreur. Le conflit était obligatoire et utile, et le jeune américain, lecteur de comics, devait être pris d'une irrésistible envie patriotique d'aider son pays de quelque manière que ce soit. La manière la plus patriotique étant bien sûr de prendre son flamboyant pistolet et de tirer sur les méchants. Les comics à l'époque étaient beaucoup plus présents que maintenant. Ils accompagnaient par exemple les soldats sur le front, ou même les enfants dans les cours de récré, et aussi les employés dans les bureaux pour la post-clope. Ils faisaient partie du quotidien des Américains et ont grandement aidé le gouvernement dans le financement et la diffusion de l'idéologie du rêve américain face à la noirceur de l'Axe. Assez bizarrement, les États-Unis parlent cependant très peu des bombes nucléaires Envoyés sur le Japon. Voilà, oui. Là où dans le manga, chez Osamu Tezuka ou Katsuhiro Otomo, l'ombre des 2 bombes est très présente, tout comme la puissance atomique en règle générale. On voit que pour les Américains et les Européens, cet événement ne signifie généralement que la fin de la guerre, sans pour autant faire état des horreurs d'Hiroshima et de Nagasaki. Oh, mais je t'ai pas raconté l'histoire de mon cousin Gousset. Il était à Hiroshima le 6 août au poignet d'un japonais assez sympa d'ailleurs. Je crois qu'il était tailleur de pierre ou un truc du genre. Bref, le japonais prend le train pour revoir sa femme le 9 août et là, paf, 2e bombe. C'est con la vie des fois quand même, hein, parce qu'il avait bien sûr... Lisez les comics! Merde!